Evolution, nous devons nous entendre à l'aspect des algorithmes évolutionnaires, effectivement, qui prend son inspiration de la nature, de la sélection naturelle, mais aussi, bien sûr, de quelques notions de génétique. Eh bien, ce papier a été publié, je crois, en 2007, et le papier a été écrit par Emmanuel Duforc, que j'ai eu le plaisir d'avoir comme superviseur pour un des projets. Et d'ailleurs, nous travaillons encore sur des modèles ou des algorithmes qui va toujours dans le même sens. En effet, pour ce qui est de... Quand il y aura des questions, n'hésitez pas d'interrompre. Donc, je ne serai pas en train de regarder la partie où il y a des questions. Je crois qu'il y a moyen de lever le doigt. Non, Là, je transmettrai les questions, ça, c'est pas un problème. Ça. d'accord, bien, merci beaucoup. Alors, la partie de l'efficience, je vais d'abord, donc je dis pour ce qui est de l'évolution, donc il y aura l'inspiration qui vient de la nature, l'inspiration qui vient du domaine de la biologie, et puis il y aura l'aspect des machine learning. Et là, on parle de l'efficience. Euh, Être efficient, nous savons, cela veut dire avoir un résultat, un bon d'ailleurs, mais à moindre coût, c'est-à-dire sans faire beaucoup d'efforts. Et ceci, je crois que dans les contextes actuels africains, c'est vraiment important parce que nous avons peu de ressources et on s'est dit qu'avec avec certains algorithmes comme Eden, nous pouvons toujours être en mesure de produire certains travaux intéressants. Et c'est là d'ailleurs qui m'a motivé à prendre ce papier que nous avons bien discuté avec M. Mansour pour qu'on puisse voir comment les choses évoluent dans d'autres mondes. Bien, alors quelle est la motivation dans ces projets? La première chose, c'est d'abord les éléments relatifs à l'évolution du deep learning en soi. C'est-à-dire tous les domaines actuellement, aujourd'hui on trouve les gens qui veulent faire, comment dire, le deep learning, mais avec la biologie, avec la médecine, avec l'écologie. Et c'est, comment dire, cette croissance du domaine fait à ce que les gens puissent chercher à améliorer du jour au lendemain les techniques et les méthodes qu'on utilise. Alors, pour les gens qui sont dans les domaines de machine learning, ils savent que nous avons des problèmes et, comment je peux dire, les défis. Et l'un des défis, c'est de trouver les architectures qui sont optimales. Trouver non seulement des architectures, mais aussi les hyperparamètres, c'est-à-dire comme le learning rate, trouver un learning rate ou qu'on peut dire un taux d'apprentissage optimal, trouver les nombres de couches dans un réseau neuronal optimal. Et tout cela, c'est un grand challenge dans les machines learning, même pour nous, les gens qui faisons le machine learning. Des fois, quand on n'est pas très expert, disons, dans les deep learning, dans peut-être les choix de couches de convolution, eh bien, c'est toujours un grand défi lorsqu'on veut faire une architecture et trouver une architecture optimale, c'est-à-dire qui nous donne des résultats ou qui nous donne une performance avec une bonne accuracy, des bonnes prédictions et des bonnes précisions. Eh bien, donc nous avons besoin de trouver une manière d'automatiser cela. Comment dire, si je dis si nous avons besoin, c'est-à-dire ce serait idéal de trouver euh, une méthode qui nous permet d'avoir des architectures, mais de manière automatique, mais d'avoir aussi des hyperparamètres qui sont optimales. Et ça, c'est l'objet en fait de ce papier. Donc le projet en soi propose un algorithme qui s'inspire de l'évolution ou de, comment dire, de la sélection naturelle pour résoudre, en fait, pour donner ou pallier aux deux problèmes qui est le problème, par exemple, de l'optimisation des architectures, mais aussi l'optimisation des hyperparamètres. Eh bien, dans les passés, certains travaux ont été faits. Et je voulais d'abord signaler une chose, c'est que pour ce qui est des architectures ou des hyperparamètres,
beaucoup d'architectures sont là. Je sais que les gens peuvent dire, mais pourquoi seulement ne pas prendre les pre-trained models ou les modèles pré-entraînés et les utiliser et voir ce que ça donne? Parce que nous savons déjà que ce sont des modèles qui sont entre guillemets op optimaux. Mais être modèle optimaux, mais ça, c'est pour des données spécifiques. Donc, même pour une étude où on veut utiliser les algorithmes ou les architectures pré-entraînées, on a toujours besoin de choisir le meilleur. C'est-à-dire, si on veut utiliser le ResNet, eh bien, nous avons le ResNet 50, ResNet 100, et il faut savoir lequel utiliser. Et des fois, nous savons que ça prend bien sûr beaucoup de temps pour entraîner un nouvel algorithme ou un nouveau modèle. Et bien, dans le passé, certains travaux ont été faits dans le même sens. Eh bien, ce qui se passe, c'est que ces travaux, donc, il y a d'abord, par exemple, l'utilisation de la, comment dire, des implémentations parallèles qui a été faite, et il y a aussi les réseaux récurrents, il y a les reinforcement learning qu'on a utilisés dans le passé, mais en regardant tous ces éléments-là, on trouve que il y avait bien sûr enfin des modèles qui sont optimaux, mais à des temps qui sont extrêmes, des temps énormes ou des ressources énormes. Parce que quand je parle de 800 GPUs, je crois que les informaticiens qui sont là, ils comprennent de quelles ressources il s'agit. En fait, c'est beaucoup. Et dans le contexte africain, par exemple, on sait que ce n'est pas vraiment facile d'avoir même déjà un seul GPU qu'on utilise dans Google Colab. Nous savons comment ça nous casse la tête parce qu'après 24 heures, ça ne marche pas. Mais alors, si on doit en utiliser 800, on sait estimer le coût que cela vaut. Alors, la question ici, est-ce possible de développer une manière générale de concevoir une architecture et d'avoir des hyperparamètres qui sont optimaux, mais en utilisant moins de ressources aussi? Parce qu'effectivement, je suis sûr qu'en écrivant le papier, c'est plus tard que je crois qu'avec l'entraînement, ils ont compris qu'il y avait aussi l'aspect de ressources des calculs qui ont été minimisés. Alors, pour ce qui va suivre, j'aimerais qu'on puisse garder en tête quelques éléments. En premier lieu, ce sont les architectures qui sont utilisées. Et là, il y a par exemple, il y a autant de couches. Il y a la première couche, les embedding size of, qu'on met là-bas. Donc ça, c'est un exemple. Il y a les couches de convolution. Là, on met un D, mais il y a aussi les 2D. Ça, c'est juste un exemple de comment les architectures seront générées de manière automatique. On va y revenir. Et il y a aussi les différentes fonctions d'activation, comme le ReLU, il y a donc, en tout cas, le l'IQRelie, il y a la tangente H, il y a tous ces éléments-là qui seront effectivement générés par l'algorithme. Eh bien, comprenez que l'un des avantages d'un tel projet, ce n'est pas seulement pour les gens du domaine de machine learning. Cela intervient beaucoup plus pour les gens qui utilisent les deep learning sans être des scientifiques, entre guillemets, du domaine de machine learning ou sans être des techniciens du domaine de machine learning. Par exemple, si un biologiste ou un écologiste veut faire quelque chose mais avec des deep learning, nous savons quelles difficultés la personne pourra avoir. D'accord? Alors, on sait quelles difficultés, par exemple. Oh, ok. Monsieur Mansour, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez essayer de gérer un peu le cas de... Si, je m'occupe de ça. Désolé. D'accord. Alors, pour les scientifiques, par exemple, dans le domaine de recherche... Ok. Pour les gens qui sont dans les domaines de recherche comme la biologie, par exemple, comme en histoire, parce qu'ici, j'ai vu, par exemple, les gens qui ont fait, comment dire, les machine learning for anthropologie, machine learning en ethnographie, dans plusieurs domaines. Maintenant, les gens, ils ont cette tendance-là d'utiliser les machine learning
Mais si maintenant la personne n'est pas dans le domaine de machine learning, comment cette personne-là va générer son architecture? Eh bien, l'idéal serait qu'on puisse trouver une technique qui lui permet d'avoir une architecture plutôt qui soit optimale et sans même savoir ce qui Alors, Albert, je pense que ton micro est un peu coupé. Est-ce que tu peux l'activer? Ah, désolé. Ok. Je ne sais pas à quel moment j'ai été coupé. Je pense que c'est pas par rapport à toi, c'est ici, je pense. Bien, d'accord. Alors, je crois qu'apparemment, quand vous coupiez, vous avez coupé pour tout le monde. Non, juste quelques secondes, 10 secondes seulement, mais on suivait. Parfait. Tu parlais des difficultés que les gens d'autres domaines rencontrent avec le machine learning. D'accord, très bien, merci beaucoup. Merci. Alors, je disais que dans le machine learning, il y a ces problèmes de la conception de l'architecture. Alors, quelqu'un qui fait par exemple dans la biologie, quelqu'un qui fait par exemple dans l'histoire, dans la politique, et qui doit utiliser le machine learning, il n'est pas toujours porté à comprendre ce qui se passe au niveau des architectures. Eh bien, la méthode-ci pourra lui permettre de générer l'architecture et nous savons qu'il y a la question effectivement de l'inférence, la question de la prédiction. Bien sûr, quand on parle de l'inférence, ça va beaucoup plus dans le statistical machine learning. Mais pour le machine learning en général, nous savons que ce qui importe le plus à un certain niveau, c'est la prédiction. C'est-à-dire, si quelqu'un met sur l'image une photo d'une cellule ou d'une bactérie, eh bien, il s'attend qu'à la fin, le modèle puisse lui donner une prédiction en disant que c'est une bactérie ou que c'est, voilà, je ne sais pas, c'est telle partie de la cellule. Eh bien, si son algorithme fait cela, eh bien, lui, il est déjà content. Alors, toute la magie qui se trouve au niveau des architectures, ça ne les concerne pas trop. Mais il faudrait qu'il y ait quand même un soutien à ces gens-là. Et même pour nous qui sommes dans les domaines, nous savons la difficulté de concevoir une architecture qui ne va pas faire le va-vite. Eh bien, imaginez que nous avons cette architecture-là, donc nous avons plutôt un algorithme, une automatisation qui nous permet de trouver et l'architecture optimale, c'est-à-dire sans overfit, qui fait une très bonne généralisation. Nous avons les paramètres optimaux. Eh bien, nous savons que ça, ce serait l'idéal pour tous, et pour les chercheurs en machine learning, et pour les chercheurs hors du machine learning. Alors, pour certains concepts, il y a la notion des chromosomes. Je ne vais pas définir de manière biologique, mais je vais dire quand même que ce qu'on va appeler chromosome ici, c'est tout simplement le candidat à solution pour notre problème d'optimisation. Par exemple, pour le papier, on voudra optimiser le learning rate, c'est-à-dire le taux d'apprentissage, mais aussi optimiser l'architecture. Eh bien, nous savons que le chromosome, bien sûr, ça contient, je crois, des ADN et des protéines et tout ça. Mais la partie qui va nous concerner, c'est la partie des gènes, en fait. Et les gènes, je crois que ça se trouve dans l'ADN. Eh bien, pour les gènes ici, il y aura donc la partie de learning rates et la partie de l'architecture ou du réseau neuronal. Eh bien, on comprend encore que le chromosome, pour notre cas, on aura donc, chaque chromosome sera constitué donc de 2 gènes et il y aura gène qu'on appellera gène, donc ce sera donc le taux d'apprentissage et l'autre gène, ça sera juste l'architecture. Eh bien, la génération, ça sera donc juste la nouvelle étape lorsque un chromosome aura subi certaines opérations, comme par exemple une reproduction. Eh bien, ici, je vais en parler plus tard, il y aura par exemple le cross-over qu'on appelle le croisement, mais aussi une mutation. Après que le chromosome ait subi ces transformations,
autour d'une certaine opération, eh bien, là, nous pourrons avoir une nouvelle génération, c'est-à-dire un nouvel individu d'une autre génération. Eh bien, pour l'algorithme génétique, les éléments que nous avons, ou tels que définis dans le papier, c'est-à-dire la manière dont ils ont défini cela, c'est qu'au départ, la personne aura besoin de mettre les époques, c'est-à-dire le nombre de fois que nous devons apprendre, mais aussi la taille de la population, et aussi la personne devra donner le nombre de générations. Eh bien, notons que lorsqu'on atteindra la génération maximale ou la dernière génération, normalement, il est supposé que notre algorithme ait donné un taux d'apprentissage optimal, mais aussi une architecture optimale. Eh bien, autour de ça, il y a aussi donc l'algorithme en soi qui va, donc là on écrit begin, c'est là que l'algorithme commence. Donc qu'est-ce qu'on fait? On commence par une génération 0, ça c'est la première génération, donc la génération de la population initiale. Et puis, on va déterminer la taille de la population. Quand je dis la taille de la population, c'est-à-dire le nombre des chromosomes, parce que ici, la population est constituée de chromosomes. Donc, chaque chromosome, c'est juste un individu. Et puis, on va évaluer cette population initiale. Après l'évaluation de la population initiale, on va faire la sélection des parents. Après avoir sélectionné les parents, un parent sélectionné, donc les parents sélectionnés seront passés autour de certaines des opérations de génétique et des transformations génétiques, si je peux dire ça, c'est-à-dire soit la reproduction, le croisement ou la mutation. Et puis, cette nouvelle population va constituer ce qu'on appelle, comment dire, sorry. Cette nouvelle population va remplacer l'ancienne population et va être réévaluée. Et une fois évaluée, ça sera donc une nouvelle génération que nous aurons. Et cette nouvelle génération, on va réévaluer dans la nouvelle génération et trouver un chromosome optimal. Quand je dis qu'on trouve un chromosome optimal à la fin, ça c'est qu'on appelle best chromosome. Ce chromosome ici contiendra donc un learning rate ou taux d'apprentissage optimal, mais aussi une architecture optimale. Eh bien, à droite, vous avez en fait le petit schéma de l'algorithme. Au départ, nous avons la population que nous allons initialiser, qu'on appelle la population 0 pour les biologistes. Puis nous allons trouver une fonction qui va nous permettre d'évaluer les performances de tous les individus de cette population. Puis nous allons choisir parmi ces individus le meilleur des individus. Puis nous allons faire une reproduction. La reproduction ici, c'est tout simplement la copie en fait. Ici, quand on prend des reproductions dans l'algorithme génétique, c'est-à-dire on prend la copie, c'est-à-dire aucun changement. Le croisement, ça c'est tout simplement, c'est-à-dire si on a deux populations, ça d'ailleurs je peux en parler déjà de ce côté-ci. Si on regarde le diagramme gauche où j'ai dit choose operations to make, là on va voir que nous avons une population dans laquelle on fait une sélection. Les croisements qu'on appelle crossover, c'est-à-dire là on prend par exemple deux parents et ils mettent, donc ils apportent chacun un des gènes et puis ils forment un nouvel individu. Et cet individu-là pourra subir une mutation. Quand on parle de mutation ici, c'est tout simplement un changement au niveau des gènes. C'est-à-dire, soit c'est le learning rate qui change, donc qui est choisi pour changer, soit c'est l'architecture qui change. Eh bien, après ça, il y a encore évaluation. Et l'évaluation, eh bien, est exécutée par la fonction qu'on appelle la fonction fitness. Cette fonction fitness, on va voir qu'il prend en compte deux éléments. Le premier élément, c'est d'abord le validation term. Quand je parle de validation, ça c'est tout simplement la différence entre les cibles. C'est
s'il vous plaît. OK, merci. Alors, je disais que les deux éléments qui sont pris en compte dans le fitness, c'est-à-dire la fonction d'évaluation, il y a l'erreur de validation, mais aussi il y a les nombres de paramètres. Eh bien, pour les gens qui sont dans les machine learning, et non pas seulement dans les machine learning, les gens qui sont même dans tout d'autres domaines qui utilisent la régression, par exemple, ils savent que un modèle moins complexe, mais qui prédit, qui donne une très bonne prédiction, eh bien, ces modèles-là, c'est les modèles idéaux. Eh bien, pour notre cas ici, les auteurs ont choisi d'utiliser l'erreur de validation, c'est-à-dire lorsque on évalue autour des données qui ne sont pas encore vues, on trouve par exemple la différence, là c'est entre 100 et la valeur, comment dire, et la précision. Cette différence-là, si elle est grande, nous savons que cela veut dire que notre modèle ne fonctionne pas très bien, c'est-à-dire le modèle ne prédit pas correctement. Mais si cette valeur-là est petite, ça veut dire que nous sommes dans les bons. Pour la quantité autour le 1 moins 1 sur NP, où nous évaluons la notion de paramètres, nous savons que plus on a de paramètres, plus cette quantité-là est large. Parce que 1 sur NP, nous savons que ça devient de plus en plus petit, plus on a beaucoup de paramètres. Et donc, cette quantité devient plus large lorsqu'on a plus de paramètres et est petite lorsqu'on a moins de paramètres. Et là, ça veut tout simplement dire que nous serons en train de prendre les modèles qui est moins complexe, mais aussi qui est plus accurate, ça veut dire qui donne plus de précision. Eh bien, pour ce qui est de la sélection de parents, il y a une méthode qu'on appelle la méthode Tournament Selection. En fait, pour cette méthode ici, on prend juste le parent, on évalue, c'est-à-dire on prend de manière aléatoire un certain nombre d'individus, on évalue leur performance et le meilleur de ces, de ces individus-là qu'on a choisis pourra être en effet le parent. C'est-à-dire, déjà, il y a l'histoire de la sélection naturelle à ce niveau-là, c'est-à-dire on prend les meilleurs dès le départ. Eh bien, c'est cet élément-là, parce que pour ce qui est du papier que nous avons, ou du projet-ci, normalement, eux, ils n'ont pas fait le croisement. C'est-à-dire, on prenait juste le parent, on fait la mutation. Donc, le parent, le meilleur parent, on les soumet à la mutation. Il y a un taux de mutation le plus souvent qu'on définit. Et là, par exemple, ce sera soit le learning rate qui change. Et si c'est le learning rate qui change, pour l'opération de mutation, c'est directement une nouvelle valeur sera... si il a été choisi, que ce soit par exemple la partie du learning rate qui doit changer, alors immédiatement l'algorithme va simuler ou va de manière aléatoire générer une valeur pour le learning rate. Et pour l'architecture, là, il y a autant de choses qui peuvent se faire, soit parce que nous savons que nous devons, on définit un nombre de couches maximales à avoir. Si on atteint déjà le nombre de couches maximales, alors il y a des opérations qui peuvent se faire, comme par exemple un changement au niveau des couches, soit une convolution qui peut changer, soit un full connected layer qui va changer, soit c'est un drop-out qu'on va enlever. Là, c'est lorsque nous avons par exemple le size maximal du neural network. Mais si nous avons un size qui n'est pas maximal, c'est-à-dire si nous avons encore de l'espace dans l'architecture, on peut soit augmenter une couche, soit continuer à faire des changements au niveau des couches. Eh bien, il y a des éléments qui ont été donnés ou des conditions initiales qui ont été fixées pour permettre à ne pas avoir des problèmes, par exemple, les problèmes de même la suite de comment les couches se suivent. Eh bien, pour Eden, il y a donc la première architecture, donc il y a l'algorithme génétique ici qui est suivi dans Eden, mais normalement, on doit générer la population. Et pour générer la population, normalement, on définit tout simplement la taille de la population. Et une fois qu'on définit la taille de la population,
L'algorithme lui-même va générer les différents chromosomes, c'est-à-dire les différents individus avec les 2 gènes, avec les learning rates, mais aussi avec l'architecture. Et puis, l'algorithme, quand on dit déterminer le nombre de paramètres, ça veut dire que normalement, ça va entraîner l'algorithme, ça va déterminer les paramètres. Par exemple, je ne sais pas, disons, modèle.param, par exemple, ça te donne le nombre de paramètres. Après ça, on a aussi déjà calculé le validation error, donc on fait une évaluation de l'individu et puis on enregistre, c'est-à-dire on augmente les éléments dans le nouveau chromosome. Plutôt le chromosome, le chromosome, on augmente cela dans la population la population initiale. Alors, pour ce qui est du chromosome, effectivement, le chromosome lui-même, ce qu'il faut faire, on donne juste le nombre maximum de gènes qu'on va avoir dans le chromosome. Et il y a une certaine définition de comment, en fait, les architectures sont générées dans le chromosome. Donc, on voit par exemple, on peut y mettre du CNN et on donne des conditions, à certaines conditions, on peut faire les drop-outs, soit les augmenter. On peut augmenter autant de layer et nous savons que la dernière couche doit être le fully connected layer. Et c'est ce qui est fait en effet. Et ça, c'est juste donc comment créer. Donc le papier montre en fait comment est-ce qu'on devra créer le chromosome. Et si je crois que je suis toujours dans les temps, très bien. Alors, je vais quand même un peu parler des résultats le plus rapidement possible. En fait, les modèles l'algorithme qui a été proposé dans le papier, on a utilisé pour entraîner des modèles de l'analyse des sentiments dans les élections. Il y a ces datasets que nous avons, qu'on utilise souvent pour faire les tests de nos modèles. Et on a montré que, en tout cas, la nouvelle architecture qui a été générée par l'algorithme génétique, cette nouvelle architecture a donné de bonnes performances, en tout cas, sur certains éléments comme le CIFAR, le MNST, tout ça. Et ça, en effet, c'était quelque chose encourageant par rapport à ce qui s'est passé dans le papier, mais aussi, on doit comprendre que ces résultats ont été donnés dans des temps minimales. Donc, je dis, dans les contextes africains, là, nous étions dans les bons parce que il a utilisé juste un seul GPU, mais il a diminué donc la complexité de certains algorithmes, plutôt de certains modèles, mais à part la diminution, il y a un choix des learning rates qui était quand même, je peux dire, pas très habituel, parce que nous savons le plus souvent, lorsque je vais prendre le learning rate, la tendance que j'ai, c'est de prendre 0.001, 0.002. Mais les learning rates qui sont pris ici sont prises de manière où on va même jusqu'à 0.0024. Bien sûr, les essais-erreurs que souvent on fait, mais on sait combien de temps cela peut nous prendre si on veut le faire de manière manuelle. Eh bien, pour ce qui est par exemple du nombre de générations, il a pris juste 10 générations. Pour la population initiale, on a pris 100 comme population initiale. Eh bien, pour les choix, par exemple, de parents, donc dans les 100 individus, on prend les 7 meilleurs et les 7 meilleurs, on les évalue un à un et avec les 7 là, on essaye de choisir le parent qui va subir les différentes transformations. Eh bien, pour l'entraînement, c'est Adam qui a été utilisé. Bien sûr que nous savons qu'il y a déjà un optimizer qui est déjà optimal d'ailleurs, bien qu'il y a encore autant d'études qui se font autour de ça. Bien, alors, pour le résultat, ça donne juste l'image de ce que l'algorithme fait. Si on peut regarder à gauche, sur ma page 9 ici, normalement,
là, on écrit, et donc il y a les générations, il y a les log fitness. Eh bien, on voit qu'au départ, l'algorithme génère une architecture qui a une convolution avec 2 dimensions, 93 filtres de size 4x4 et qui utilise le ReLU comme non-linear activation function. Et puis, il y a les dropouts à 85%, 36%, ainsi de suite, autant de dropouts. Et au fur et à mesure qu'on avance, eh bien, on trouve que les log fitness est en train de diminuer. En fait, si je peux revenir un peu, vous allez m'excuser par ici. OK, d'accord. On a dit que le plus petit fitness, c'est le meilleur. Parce que le plus petit fitness, cela veut dire que nous avons une petite erreur, mais aussi nous avons peu de paramètres, c'est-à-dire un modèle qui est accurate, mais aussi qui est moins complexe. Et donc, lorsque vous voyez, un petit fitness, ça veut dire que là, nous sommes normalement dans les bons du point de vue de l'accuracy, mais aussi du point de vue disons de l'architecture, c'est-à-dire des nombres de paramètres que l'architecture génère. Eh bien, on voit qu'à la 10e génération, par exemple, on voit que, par exemple, là, nous avons autant de convolutions, nous avons un max pooling, nous avons une autre convolution, et nous avons un fully connected layer. Eh bien, déjà, pour les gens qui font le machine learning, ils peuvent déjà voir, bien sûr, que le dernier modèle serait toujours tentant. Eh bien, ce modèle-ci, ce dernier modèle, qui est presque c'est-à-dire c'est le meilleur modèle, en fait, pour cette génération-ci, et cela intervient à la 10e génération, et c'est là, je crois que c'est ça qu'en fait, on s'imagine que le dernier individu de la dernière génération doit être le meilleur, mais une question pourrait se poser, mais qu'est-ce qui dit qu'on n'a pas laissé le meilleur individu au cours du chemin? Eh bien, il faut noter que lorsqu'on choisissait le parent, au niveau de la mutation, normalement, on crée, donc, lorsque nous avons l'évaluation du parent, donc, après mutation, il y a le premier individu ou le premier enfant, le premier descendant qui est fait, puis on génère un deuxième descendant, et puis on compare la performance du premier descendant, du deuxième descendant et du parent. Cela veut dire qu'à la fin, normalement, nous pourrons avoir l'individu que nous avons, eh bien, c'est évidemment l'individu optimal, parce que ça peut même être le même parent, parce que si c'est toujours lui qui performe le mieux, même après la mutation, on garde l'individu qui a la bonne performance. Eh bien, c'est la même chose, et même pour le learning rate, voilà, on pourrait donc déterminer un learning rate qui est, voilà, c'est toujours les log learning rates qu'on prend. Et donc, à la fin, nous avons une architecture et nous avons aussi un learning rate qu'on suppose être optimal. Eh bien, ces résultats-là, comparativement aux résultats d'autres recherches dans le passé, ces résultats ont été trouvés ou ils ont été à mesure de mettre ces résultats, mais des résultats après 12 heures seulement de training, alors que nous avons vu là les nombres de GPU qui ont été utilisés. Il y a, je crois par exemple, la méthode exacte, qui est presque une méthode qui a été d'inspiration pour ce projet. Cette méthode ici a pris 2 mois. Et l'accuracy pour la méthode nouvelle, la méthode Eden, qui, je crois que ça surpasse un peu la méthode qui a été entraînée depuis 2 mois. Et donc, on comprend que pour nous, les chercheurs en machine learning, pour les autres passionnés des machine learning, les autres scientifiques qui veulent utiliser le machine learning, eh bien, la méthode Eden serait un élément qui permet de faire nos recherches de manière efficiente. Eh bien, j'ai dit et je vous remercie. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues.
ou des suggestions, bien sûr, pour ceux qui ont lu le papier. Merci beaucoup, Albert, pour cette magnifique présentation-là. Je pense qu'il y a deux questions pour le moment dans le chat. La première question, c'est est-ce que Eden, c'est-à-dire est-ce que le modèle Eden là, il est applicable sur des données, il n'est applicable que sur les CNN? Voilà. Est-ce que le modèle Eden n'est applicable que sur les CNN? Eh bien, je pense que non. Bien sûr que ça, c'est un début, en fait, de l'utilisation de... Déjà, il y a déjà des gens qui utilisent ça, mais on peut aussi imaginer que la partie des algorithmes, la partie des architectures, au lieu de générer une architecture basique, c'est-à-dire avec des convolutions, ainsi de suite, on génère, disons, les modèles préentraînés. Mais pas seulement ça, on peut aussi imaginer que à ce niveau-là, on met des modèles de régression où on demande que on puisse utiliser, je ne sais pas, tout autre modèle qu'on peut imaginer, c'est-à-dire, je ne sais pas, le KNN ou je ne sais pas, donc sans utiliser la convolution. Donc, en tout cas, je crois que ça peut être utilisé. Et c'est même parmi d'ailleurs les travaux qui sont en cours, que nous serons en train de faire très bientôt. Nous sommes en train d'envisager effectivement d'augmenter. Là, c'est maintenant moi avec l'un des auteurs du papier, à envisager à mettre toutes les variétés ou les variabilités des modèles dans l'architecture ou dans l'algorithme de Eden. D'autres questions? Et je ne sais pas si j'ai répondu à la personne. Non, oui, parfaitement, parfaitement. La deuxième question, c'est donc, est-ce que il y a Saïd Salimo qui pose la question? Il Oui. dit que est-ce que c'est chaque modèle qui est évalué dans la population? Est-ce que Ok. chromosome qui est évalué dans la population? Ensuite, il pose une autre question. Oui. Il dit que avec combien d'époques le modèle a été entraîné? Voilà, alors je vais commencer par la deuxième question. Pour le nombre d'époques, si on a vu au niveau du dernier slide ici, je crois que on a dit qu'on n'a pas dépassé 13 époques. C'est-à-dire, il y avait une contrainte selon laquelle on ne devrait pas aller au-delà des 13 époques. C'est-à-dire, ça a été fait avec moins d'époques que, que d'autres modèles qui ont été entraînés avant. C'est-à-dire, le maximum d'époques, ce serait 13 pour l'entraînement de ces modèles. Alors, pour la première question, là, c'était quoi encore? Il a parlé de quoi? Il a dit, est-ce que c'est chaque modèle qu'on a entraîné, qu'on a évalué sur la population? Ah, voilà. Est-ce que c'est chaque modèle? En fait, qu'est-ce qui se passe? Disons par exemple ici, euh, à chaque population, ouais. En fait, quand je suis dans la population, là je vais d'abord signifier quelque chose, c'est qu'on utilise pour entraîner les modèles, ce sont les données. D'accord? Et si la question est peut-être de dire, est-ce que c'est toutes les données qui ont été utilisées? Donc, pour chaque architecture, on a utilisé toutes les données? Oui. Eh bien, chaque individu de la population contient une architecture. Chaque individu contient une architecture. Eh bien, lorsque un individu est sélectionné pour être le meilleur individu, cet individu-là contient un learning rate optimal et cet individu-là contient aussi une architecture optimale. Eh bien, cette architecture-là est utilisée, donc, genre, toutes les données, ici, les données, je crois, les free data là-bas, les open datasets que nous avons, voilà, tous les open datasets que nous avons ici, c'est-à-dire les CIFAR 10, les données des élections, les données ici des chiffres, les données de fashion, eh bien, toutes ces données-là, on entraîne le modèle choisi là, on utilise ces données pour faire l'entraînement et voir pour faire donc des prédictions. Et je crois qu'ici, c'était, donc à part le sentiment analysis, il y avait la question donc des classifications qui a été utilisée. Je ne sais pas si M. Salimo, j'ai répondu à sa question. Je suppose que oui. Il n'a pas Voilà, encore répondu, je suppose. parfait. Ok, bien d'accord. Merci.
Euh, il y a une troisième question, bon, ça c'est plus une question pour moi, c'est-à-dire que vous avez dit que ce modèle Eden-là, c'est pour rendre beaucoup plus efficient les algorithmes. Oui. Donc, comment dire, attends, je revois ma question, parce que je l'avais notée quelque part. Ouais, je voulais dire, par rapport à des méthodes, je suppose qu'il y a d'autres modèles qui sont utilisés pour faire la même chose en ce moment. Il y a d'autres, entre-temps, il y a d'autres papiers qui sont sortis pour essayer de reproduire ces résultats, ou bien jusqu'à présent, il n'y a pas un autre modèle qui a battu les performances de Eden, ou bien est-ce que Eden est toujours l'état de l'art concernant. Ah, ok. Donc, ça, normalement, en fait, ça, c'est l'état de l'art. Mais est-ce qu'il y a un autre papier qui a suivi après ça, si je peux dire ça, dans le même volet? C'est ça la question? Mhm, exactement. Ok, d'accord. Alors, là, nous travaillons sur un papier. D'ailleurs, je crois que c'est même le projet de Ami que nous avions fait. Nous travaillons sur un papier où nous utilisions presque la même logique et euh, pour faire les prédictions en écologie, c'est-à-dire sur les données des audios au niveau de l'écologie, c'est-à-dire faire l'entraînement des audios au niveau de l'écologie, et où, si tu t'imagines avoir un spectrogramme, c'est-à-dire une photo du spectrogramme, normalement, tu dois choisir la partie juste qui contient le spectrogramme, c'est-à-dire faire une sélection d'autant de petites parties du spectrogramme, mais c'est rassurer que tu as les bandes maximales, c'est-à-dire qui contient le plus de maximum de voix. Eh bien, c'est un papier qui est en cours. Déjà, les résultats sont impressionnants parce que ça nous permet de ne pas entraîner toute l'image d'un spectrogramme, c'est-à-dire même en n'ayant pas le son maximal, on est en mesure de déterminer quelle espèce, par exemple, a émis le son. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est en cours et j'espère que, Est-ce que Inch'Allah, ça quand, pourra sortir. mhm. Quand vous dites des données sur l'écologie, est-ce que c'est quel type d'audio? Ce sont les cris des animaux, ou bien ce sont. Et ici, moi, j'utilise les cris des animaux. D'accord, Oui, d'accord, ok. Et donc, est-ce que le modèle est la façon, c'est une question qui est un peu entre parenthèses. oui. J'aimerais savoir si, par exemple, vous avez l'audio d'une personne par rapport au cri d'un animal, est-ce que le pré-traitement se fait de la même façon, ou bien est-ce qu'il y a des spécificités à respecter? Eh bien, je crois que il n'y aurait pas assez de spécificités pour ce qui est de, par exemple, de human dans les speech recognition, par exemple. Mhm. Euh, c'est presque la même chose. En tout cas, c'est tentant d'être presque la même chose. Mais nous savons que si on regarde les spectrogrammes des cris d'animaux et si on regarde les spectrogrammes de son d'un humain, à un certain niveau, on sait voir dans la visualisation certaines différences. D'accord. Mais pour le moment, on utilise qui est d'abord les sons d'animaux. Peut-être que plus tard, on pourra réfléchir sur, en imaginant que nous avons aussi les sons des humains. Mhm. Cela peut peut-être permettre d'améliorer en fait les aspects des classifications. D'accord. D'accord. Et il y a une autre question. Il y a René Koubaka qui demande: avez-vous évalué le modèle Eden par rapport à d'autres modèles existants? Je pense que ça, la question a été déjà répondue. Parce que Ah, c'est la question que je demandais tout à l'heure par rapport à l'état de l'art. Est-ce qu'il y a d'autres modèles qui ont surpassé Eden en termes de performance? Ah, ok, d'accord, d'accord. Donc, dans la même volée, pour le moment, en tout cas, je ne sais pas trop, je ne pense pas qu'il y ait un modèle qui va dans la même volée. Certainement, ça peut surpasser peut-être au niveau des performances, c'est-à-dire au niveau de l'accuracy, parce que si M. René nous a suivis à ces niveaux-ci, j'ai dit que pour Eden, en fait, l'objectif qui était non seulement d'avoir un modèle qui donne une bonne précision, il y avait aussi l'aspect autour de la complexité des modèles. Ça peut donner une bonne précision, mais est-ce que le modèle donne aussi comment dire, le moins de paramètres? Est-ce que le modèle est moins complexe? Et c'est là que vient l'efficience. Parce que l'efficience, ce n'est pas seulement avoir les résultats.
c'est avoir les bons résultats, comme je l'ai dit au départ, mais ces bons résultats-là, on les a, mais à moindre coût. Eh bien, on a vu par exemple certains des modèles dans le passé, bien, on voit il y a autant de modèles qui pourraient avoir peut-être des accuracies impressionnantes, mais tu regardes par exemple, on devait utiliser 250 ordinateurs pour tourner ces modèles-là. Il fallait 800 GPU pour avoir ces modèles-là. Il fallait prendre 2 mois pour entraîner les modèles. Mais pour ce qui nous concerne, on voit que dans 12 heures, on est à mesure avec une architecture. Hein? Imaginez-vous cette architecture, pour les gens qui font dans le machine learning, tu as juste 3 convolutions, un max pooling et disons un fully connected layer, et tu as 98% d'accuracy, qui est presque pareil avec un modèle qui a été entraîné dans 2 mois. Eh bien, là, il y a de l'efficience. Donc, même si les modèles, peut-être, si on peut essayer dans d'autres données, on trouve que ça surpasse, nous avons que Eden a l'avantage de ne pas être seulement algorithmique efficient, mais aussi c'est efficient du point de vue même de ressources à utiliser, parce qu'on a seulement utilisé un seul GPU. Ok, d'accord, je pense que c'est clair. René, je pense qu'il a répondu à votre question. Il y a Saïd Salimou, apparemment, il dit Oui. à chaque génération, pour une population de 100 individus, il y a plusieurs entraînements. Car pour faire la sélection naturelle, il faut qu'on ait calculé la fitness de chaque individu de la population. Or, la fitness se calcule en prenant en compte l'erreur sur la validation 7. Donc, on a bien 100 entraînements par génération. Je sais pas si tu peux activer ton micro, Saïd, pour être un peu plus explicite. Saïd, est-ce qu'on pouvait beaucoup plus expliciter? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous suit. Ok, bah du coup, je disais que tout à l'heure, est-ce que vous confirmez qu'à chaque génération, pour une population de 100 individus, il y a plusieurs entraînements. À chaque génération, il y a plusieurs entraînements. Bien sûr, à chaque génération, il y a plusieurs entraînements. Attendez, oui, je crois. Et, Oui, et, euh, comme il y a 100 individus, on a 100 entraînements, du coup. oui, Bien ça? oui, effectivement, pour 100 individus, il y a 100 entraînements. Effectivement, parce que on doit évaluer. Ok, désolé. Oui, parce qu'on doit évaluer en fait chaque population pour savoir lesquels pourront être susceptibles d'être de parents. Oui, Ok, oui. ok. Et Mhm. du... Ah, d'accord. D'accord, parce que normalement, si par rapport à ce que nous avons dit, si tu te rappelles très bien, normalement dans le fitness, effectivement, les fitness nous donnent la valeur comment dire, le pouvoir en fait d'une population. Quelle Oui. serait sa performance? Hmm. Ah, c'est une question? J'ai pas... Ah, d'accord, parfait. Ah, vous avez posé une question? Non, c'était pas une Ça question, ça c'était pas vient. une question. Ah, ok, oui. 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 Ok. Ok, merci. Bien, ok, bien, je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et donc, en termes de complexité de Eden, Oui. est-ce que je suppose que vous avez calculé la complexité puisqu'on parle d'efficience. Euh, Comment vous jugez la complexité de Eden par rapport à ce qui était fait avant? Est-ce qu'il y a... En tout cas, je crois que, parce que ce n'est pas moi, je crois qu'ils n'ont pas noté cela dans le papier, Oui, mais en parlant, quand déjà ils parlent de temps, je crois que c'est les time complexity qui exactement, oui. je crois que c'est ça, c'est qui les a beaucoup plus intéressés, en quelque Mhm. sorte. Parce que le time complexity, Mhm. mais aussi, je crois qu'on parle aussi des GPU, c'est qu'il y a aussi des space complexity, je crois. Donc, Ouais. mais ce qui a été mentionné dans les papiers ou pour le projet, Mhm. c'est beaucoup plus l'aspect comment dire, l'aspect du time complexity. Donc, le temps que ça a pris. Ça a pris moins de temps que tous les autres algorithmes entraînés dans le passé. D'accord.
Donc vous avez testé Hélène, vous avez testé sur Fashion MNIST, si je comprends bien, Oui. sur MNIST et sur une partie des données CIFAR. Effectivement, ça c'est pour les effectivement pour les données pour les données des images, je crois, c'était les MNIST qui étaient utilisés. Et puis pour les données de sentiment analysis, il y a les données d'élection ici et les MDB, je ne sais pas ce qu'elles donnent, mais ce sont les éléments du sentiment analysis. Les données en fait qui permettent de faire l'analyse des sentiments, les prédictions des sentiments. Ok. Il y a je crois, Saïd qui voulait parler. Saïd, oui, allez-y. Oui, j'ai une autre question. C'est par rapport à l'opérateur dans l'algorithme d'évolution. L'opérateur comment ça s'appelle? L'opérateur de croisement. Et oui, voilà, le crossover du coup. Alors, du coup, chaque individu contient une architecture et un learning rate. Oui. Mais après avoir entraîné le modèle, du coup, on a un modèle avec des poids. OK. Et du coup, comment se passe le crossover en détail, si vous savez? Ah, ok, d'accord. Ok, bien. Ici, je vais expliquer ce qui pourrait se passer s'ils avaient utilisé. En fait, si dans le papier, où en fait la beauté en fait des algorithmes génétiques, c'est quoi? Et c'est ce qui fait en fait comment dire, c'est pas dire la complexité, mais en fait le goût d'utiliser ces algorithmes, c'est qu'à un certain moment, toi-même tu choisis quelles opérations tu utilises pour ton algorithme. Oui. Parce que c'est toi même qui définis comment, par exemple, les crossovers va se faire ou comment la mutation va se faire. Alors, pour les crossovers, par exemple, imaginons qu'ils avaient un crossover. Alors, là, s'il y avait un crossover, on ne devrait pas choisir un seul individu. On doit choisir au minimum 2. Parce que, comme parents, parce que pour qu'il y ait crossover, normalement, il faut avoir 2 parents. Et le parent qui pourront partager leurs gènes. Alors, imagine par exemple que tu as un parent qui a autant de CNN et un learning rate, l'autre parent qui a autant de CNN et un learning rate. Lorsqu'on fait les crossover, par exemple, on s'est dit qu'il y a le learning rate du premier parent qui sera pris en compte et l'architecture du deuxième parent qui sera prise en compte. Et ça donne un nouvel individu au niveau du crossover. Alors, j'imagine que du coup, le nouvel enfant qui sera créé, est-ce que ce sera une moyenne, si on se focus juste sur le learning rate, ce sera une moyenne des 2 learning rates des 2 parents? Non, ce sera pas. Effectivement, c'est ça que je dis. C'est toi-même qui peux définir quelle opération, par exemple, on pourra faire au niveau, par exemple, des learning rates. Mais la manière naïve de faire, c'est de dire, par exemple, les learning rates qu'on va prendre à ces niveaux viendra du premier parent et l'architecture viendra du deuxième parent. Ah, D'accord? Ou tu peux décider en disant, l'enfant ou le descendant qui va venir, eh bien, son learning rate devra être le min de 2 learning rates. Tu vois un peu? ok. Et où tu dis, par exemple, à telle ère, on pourra prendre, par exemple, disons, les convolutions du premier parent et, je ne sais pas, les poolings du deuxième parent. Donc, ça, c'est Ok. toi-même qui définit comment l'opération s'est faite. Mais quand on parle du croisement, il faut avoir 2 individus. Pour la mutation, maintenant, ça devient autre chose. C'est ce qu'eux, ils ont utilisé. Je crois que c'était la manière la plus simple de faire. Parce que, par exemple, moi, pour le projet que nous sommes en train de faire avec l'auteur de ce papier, eh bien, nous avons utilisé et les crossover et même la reproduction. C'est-à-dire, on a dit, à un certain pourcentage, autant d'individus vont subir la reproduction, autant d'individus vont subir, disons, 10% des individus subiront la reproduction, c'est-à-dire la copie de leurs parents. Oui. 40% vont subir le crossover, c'est-à-dire il y aura des croisements qui vont se faire à ces niveaux-là. Et 50% vont subir la mutation. Et là, j'ai une nouvelle génération, tu comprends, qui a des nouveaux individus, mais certains individus sont anciens, d'autres individus sont issus du croisement et d'autres individus sont issus de la mutation. Et pour eux, par exemple, ici, chaque individu qu'ils choisissent comme parent, on y fait seulement. Donc, à ce niveau-là, ils n'ont pas normalement. Comment je vais faire? Voilà, si je fais ça. Donc, dans notre opération, il n'y a pas ça. Dans le papier, dans le projet qu'ils ont fait. C'est-à-dire, pas directement, disons,
donc, tu quittes la sélection. Après la sélection, eh bien, Oui, tu fais oui, je une comprends, je comprends. invitation. C'est juste ça. Ok, parce que je me disais bien que... En fait, j'allais vous poser la question parce que, comment vous m'aviez expliqué le crossover au tout début, je me suis dit, mais comment on va Oui. explorer les modèles possibles si le crossover, c'est simplement le fils, il prend soit le learning rate du Ah, parent 1. non, ça, c'est la mutation. C'est la mutation qui s'effectue. Ah, ok, donc Oui. ok, vous avez compté sur la mutation pour explorer le. Pour explorer effectivement l'environnement de la population. Ok, Oui, c'est-à-dire pour eux, ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire ils font une sélection le parent et directement, donc on fait, comment dire, un élément, disons, une randomisation quelque part et on dit de manière aléatoire, on choisit qu'est-ce qui change. Est-ce que le changement va s'effectuer au niveau du learning rate? Si c'est cela, alors on génère automatiquement un nouveau learning rate pour le nouvel individu. Si c'est dans l'architecture, alors à ce niveau-là, soit on augmente les layers, soit on supprime les layers, ouais, soit on change les layers. C'est ce que c'est fait ok, comme mutation. ok, ok, parce qu'habituellement, la mutation, c'est. Enfin, peut-être je me trompe, mais mutation, c'est souvent moins de 10%, puisque c'est. Enfin, dans les algorithmes génétiques, généralement, ou je me trompe? Bon, oui, 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 oui. Le plus souvent, on prend moins d'opérations. Pour la mutation, on prend moins d'éléments. Et pour le croisement, qui est effectivement l'opération complexe, parce que si tu veux vraiment avoir Mm, des nouveaux individus avec mm, toute la vigueur de la nouveauté, si je peux dire ça, les mm. crossovers, c'est l'opération le plus complexe en fait. Ouais, voilà. Et c'est pour cela, par exemple, on peut prendre 50% ou je sais pas 60% pour les crossovers, c'est-à-dire où les parents entre, comment dire, qui se croisent et avoir vraiment des nouveaux individus qui sont complexes. Mais pour le papier ou pour le projet actuel, eux, ils se sont passés de ça parce que c'était comme l'initiation à une nouvelle manière de faire. Alors, Ok, je on vois. dit, ben, pour ces premiers élans, on utilise juste Mm. l'habitation. Eh bien, si par exemple, on veut faire le même projet, on peut se dire comment modifier cet algorithme-ci, par exemple, en augmentant les crossovers comme opération. Bien, merci. Ah, ah, merci, c'est très bien. Merci. D'accord. Je ne sais pas si j'ai encore le temps de poser une autre question, ou je laisse la parole si quelqu'un d'autre veut poser une question. Allez-y, il reste 5 minutes pour le tout parce que on avait prévu 1 heure de temps. C'est vrai qu'on a débuté un peu en retard, c'est pourquoi j'ai étendu. Mais vous pouvez poser votre question. Posez la question. Ah, ah non, 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 finalement, ça va. J'ai ma réponse. D'accord. Merci. D'accord, merci beaucoup. Je pense que on peut s'arrêter là. Les questions sont finies. En tout cas, merci beaucoup à Albert d'avoir libéré du temps parce que c'est que il n'y en a pas beaucoup. C'est un grand Et plaisir. d'avoir libéré du temps pour pouvoir faire cette présentation-là. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont posé des questions très intéressantes d'ailleurs. Merci à eux aussi, oui, c'était intéressant. Donc, on se dit dans 2 semaines pour une autre session de notre groupe de lecture. Mais Et peut-être que l'année prochaine, quand on va parler encore des algorithmes génétiques, ça sera cette fois sur un papier que nous, on aura publié. exactement, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, c'est tout le mal qu'on te souhaite. D'accord. Ce sera en tout cas un plaisir de t'accueillir à nouveau ici, Oui, comme auteur, premier auteur de ton propre papier qui parle des algorithmes génétiques. En tout cas. oui. Donc, merci à tout le monde d'avoir participé à cette session-là. On se dit dans 2 semaines. Et merci encore une fois à Albert d'avoir pu faire cette magnifique présentation. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Excellente soirée.